Bonjour à tous, place à l'invité politique du 8h30 sur LCI. Je reçois ce matin le porte-parole du Rassemblement National, député RN de Moselle, Laurent Jacobelli. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ce matin vous vous voyez comme un garçon de bain à la manœuvre grossière ? Parce que le président de la République en explique aux téléspectateurs et la première ministre ont employé cette expression après le vote sur le texte immigration, pour qui le RN a cherché à s'approprier les propositions de ce texte. Le président est tombé bien bas quand même, hein. Il est dans l'invective permanente. Je pense qu'il perd pied, il est en train de couler, si je devais filer la métaphore de la piscine avec lui. Je pense que d'ailleurs, il y a des garçons de bain qui font mieux leur métier qu'un certain nombre de ministres aujourd'hui. Il ne devrait pas être si méprisant envers quelques professions que ce soit, mais pour être beaucoup plus sérieux. On voit bien le président de la République qui essaye de s'agripper aux branches. Oui, effectivement, c'est une victoire idéologique pour le Rassemblement National. Lui, il dit défaite du RN, dit Emmanuel Macron. Mais je pense qu'il est le seul à peu près à penser ça, ou en tout cas à dire cela. Imaginez, aujourd'hui, il y a dans une loi qui a été adoptée par le Parlement français l'idée de priorité nationale. Ça fait des décennies que nous en parlons avec le Rassemblement National. Comme ça. Il y a l'idée, il y a le concept, il y a la direction. Et évidemment qu'il est furieux. Il est furieux parce qu'il est obligé d'admettre que nos idées, non seulement sont majoritaires, 3/4 des Français sont d'accord avec l'idée de la priorité nationale, et que nous avons imposé nos thèmes. Pourquoi croyez-vous qu'il y a eu ce débat sur l'immigration ? Pourquoi croyez-vous qu'il y a eu un soi-disant durcissement du texte ? Tout simplement parce que Jordan Bardella est donné à 30% aux élections européennes, parce que nous sommes 88 députés, et que Marine Le Pen, aujourd'hui, fait figure de présidentiable. Donc c'est grâce au Rassemblement National. Mais pourtant, bien on a l'impression que c'est les Républicains qui ont poussé le jeu. Olivier Marleix, qui était à votre place hier matin, me disait « Mais non, c'est la droite Pasqua, j'ai pas attendu Jordan Bardella, moi ». La droite qui a supprimé la double peine sous Nicolas Sarkozy, qui a commencé à ouvrir les vannes de l'immigration légale et illégale sous Nicolas Sarkozy, avec plus de 300 000 migrants par an. On en est aujourd'hui à 1,5 million. Non, tout cela n'est pas sérieux. Qui a pris les coups depuis des années en parlant de priorité nationale ? Le Rassemblement National, nos élus, nos militants, nos dirigeants. Et donc aujourd'hui, cette idée de bon sens arrive enfin dans la loi. Alors c'est qu'un début, hein, parce que effectivement aujourd'hui on va dire que les Français sont prioritaires pour les aides sociales et que les étrangers devront être ici depuis au moins 5 ans pour les toucher. C'est une bonne chose. Donc si je vous entends, ça va pas assez loin ce texte ? Mais bien évidemment, avec nous au pouvoir et Marine Le Pen à la tête de la France, nous donnerons la priorité de l'embauche aux Français, la priorité de logement aux Français, la priorité des aides sociales aux Français. Normal d'ailleurs. Les Français cotisent, travaillent. Ce pays, c'est à eux, c'est notre nation. Et il est bien normal qu'ils soient mieux traités chez eux que ceux qui viennent d'arriver, parfois d'ailleurs, en violant nos lois. Alors on va revenir sur des points précis en particulier. Je voulais juste vous livrer, et vous avez certainement lu l'interview de François Hollande dans le journal Le Monde, l'ancien président de la République. Je cite en entier sa réponse à la question des journalistes. Que le RN veuille se parer des plumes du paon, c'est évident. Mais après avoir poussé pendant des décennies le concept de préférence nationale, le RN a incontestablement remporté la mise. Je veux bien acter que le président Macron et le gouvernement n'ont pas pris les voix du Front National, il ne parle pas du RN, du FN, mais ils ont pris ces idées. Finalement, vous êtes d'accord avec ce que dit François Hollande ? Mais écoutez, c'est une évidence. Voilà, aujourd'hui, nous avons amené sur la place publique ce débat. Les Français sont majoritairement d'accord avec nous. 80% des Français veulent qu'on arrête avec cette immigration massive, submersive, incontrôlée. Qui va pouvoir mettre cette politique en place? Emmanuel Macron, qui est déjà en train de détricoter, de manière d'ailleurs assez opposée à notre Constitution, qui est déjà en train de détricoter la loi qui a été votée hier. Madame Borne, qui nous explique que la fameuse caution pour les étudiants ne sera que de 10 ou de 20 euros, autant dire qu'elle tue la proposition dans l'œuf, qui vont avoir un recours au constitutionnel en espérant que cette loi n'arrive pas. C'est évidemment pas eux qui mèneront à bien cette politique qu'attendent les Français. Le seul recours contre l'immigration massive, c'est le Rassemblement National. Je pense que cette séquence législative aura montré, 1, que nous avons raison, 2, que nous étions stables dans nos convictions, et 3, que nous étions les seuls à pouvoir les appliquer. Alors, stable dans vos convictions, on pourrait vous faire la remarque, et en disant, attendez, où est la cohérence du Rassemblement National, de Jordan Bardella, Marine Le Pen ? Vous votez contre le texte au Sénat, en première lecture. Vos députés, eux, issus du texte, enfin, le texte issu de la commission mixte paritaire disent OK, puisque à 88 députés, vous avez dit oui, vous avez voté pour. Entre-temps, vous aviez dénoncé les régularisations des travailleurs sans papier. Girouette, opportunisme, dit l'exécutif. C'est vrai que quand on regarde, on peut se dire, mais attendez, où est passée la cohérence du RN là-dedans ? Bon, d'accord. Moi, je veux bien être traité de girouette par des gens qui ont négocié avec la droite au Sénat, puis négocié avec la gauche à l'Assemblée nationale, qui ne savent plus ce qu'ils pensent d'ailleurs, hein, qui font voter une loi, mais qui disent que ces lois n'est pas constitutionnelle, qui ne sont pas d'accord avec, mais c'est qu'ils ont bien fait de le faire. J'ai pas de leçon de stabilité et de permanence à recevoir de ces gens-là. Mais pour répondre à votre question, nous, on avait une ligne rouge.
la régularisation automatique des sans-papiers. C'était le cas au Sénat au début, ça a été le cas du texte à l'Assemblée. Ce verrou-là a sauté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le préfet au cas par cas qui décide. Eh bien, puisque le verrou a sauté, nous changeons notre position et nous acceptons cette loi pour l'immigration qui est un tout petit pas dans la bonne direction, mais qui est un pas quand même. Si vous réfutez les accusations d'incohérence de la part de Marine Le Pen, on peut dire quand même que vous avez fait un coup politique à ce moment-là. C'est un coup politique, une manœuvre politique qu'a fait Marine Le Pen. Excusez-nous, c'est pas nous qui avons amené ce texte au Parlement, c'est pas nous qui avons fait des tractations improbables, tantôt avec la droite, tantôt avec la NUPES. Nous, on a un pacte avec les Français. Nous défendrons l'intérêt général et nous défendrons notre programme. Notre programme, il est très clair sur l'immigration. C'est moins d'immigration. Est-ce que ce texte va dans le bon sens ? Un tout petit peu, oui, c'est pas suffisant, c'est pas assez costaud. On voit que le président de la République a la fermeté honteuse, mais quand même, ça va dans la bonne direction. Alors on le vote. Ça me paraît assez cohérent. Je pense que dans l'histoire, on est à peu près les seuls à avoir une boussole. Beaucoup ont titré au lendemain de l'adoption de ce texte « Le baiser qui tue » de la part de Marine Le Pen. Est-ce que c'est pas l'inverse? Car en additionnant vos voix avec celles de la majorité présidentielle et des Républicains, quel va être l'angle d'attaque de Marine Le Pen contre Emmanuel Macron? Il pourra vous dire, écoutez, vous avez voté ma loi, maintenant allez me critiquer sur l'immigration. Eh bien, tout simplement parce que nous allons montrer aujourd'hui que l'idée même de priorité nationale n'est pas quelque chose de sale, de radioactif, c'est quelque chose de cohérent, qui est d'ailleurs aujourd'hui dans la loi, et nous, on va dire, nous allons le faire. Et nous allons le faire avec le peuple français. Parce que n'oubliez pas que notre projet, c'est un grand référendum qui demande leur avis aux Français sur un projet de loi, d'ailleurs écrit déjà par Marine Le Pen, que nous leur proposerons. Le droit du sol, la fin du droit du sol. Ça, il faut le voir. L'asile demandé à l'étranger, et non pas une fois que les étrangers sont en France. Ça, on le proposera. La priorité nationale, surtout, ça, nous le proposerons. Donc, effectivement, plus loin que le texte qui est proposé aujourd'hui. Bien sûr, bien plus loin. Donc, une fois encore, il y a 1000 kilomètres à faire. On vient de faire 2 kilomètres avec ce texte. Et bien, pour les 998 autres kilomètres, il y a 2 étapes. Les élections européennes qui arrivent en juin prochain et l'élection présidentielle de 2027. L'étape désormais, c'est celle du Conseil constitutionnel. Et effectivement, des articles qui pourraient être retoqués. Quand on entend la Première ministre comme le Président de la République, c'est l'impression aussi de souhaiter qu'un certain nombre d'articles soient retoqués par le Conseil constitutionnel. On peut penser à l'instauration, par exemple, de quotas migratoires ou des appels et des allocations, ces prestations non contributives qui relèvent de la solidarité nationale. C'est quelque chose que vous redoutez, vous, au Rassemblement national, finalement, avoir voté pour un texte qui pourra être vidé de certains articles, justement, pour lesquels vous étiez allé là-dessus et vous aviez voté pour? Vous savez, nous sommes sans illusion sur la volonté du Président de la République et de son gouvernement pour lutter contre l'immigration, une fois encore parce qu'ils ont tous les records. Le record d'immigration clandestine, le record d'immigration légale, 500 000 par an. C'est 4 fois la ville de Metz qui arrive tous les ans en France. Donc, on n'a aucune illusion. Nous, on a fait notre travail. Maintenant, moi, le président de la République doit avoir un torticolis incroyable ce matin. Tantôt, il regarde à gauche pour négocier le texte à l'Assemblée, tantôt, il regarde à droite pour le faire passer, et maintenant, il regarde à nouveau à gauche en disant à son aile gauche, attendez, rassurez-vous, on a fait voter un texte, mais on va tout faire pour qu'il ne soit pas appliqué. D'ailleurs, c'est pas un hasard s'il l'a fait dans une émission qui, clairement, touche une cible qui est les macronistes de gauche. Donc, hier, il a fait une opération marketing, il a agi en petit boutiquier qui sentait qu'il allait perdre une clientèle, mais sûrement pas en président de la République. Et vous, vos électeurs, ils vont comprendre, ils vont pas avoir de torticolis. J'y reviens encore en se disant, on a vu Marine Le Pen tout sourire, se féliciter d'un texte mis en avant par les Républicains, par la majorité présidentielle. Nous sommes conformes à notre engagement avec nos électeurs. Tout ce qui va dans le bon sens, nous le votons. Maintenant, notre programme, il est très clair. C'est un programme d'opposition totale à ce que fait Emmanuel Macron. Par exemple, sur l'immigration, nous, on prendra toutes les mesures. Sur les mineurs isolés, il n'y a rien qui est dit. Sur le contrôle des frontières, tiens, laissez-moi vous dire quelque chose. Au moment où on se parle à Bruxelles, le parti Les Républicains, la majorité présidentielle et la gauche ont voté de concert un texte qui s'appelle le pacte Asile et Immigration, qui dit que la France sera obligée d'accueillir des migrants et que si elle ne le fait pas, elle aura une amende de 20 000 € par migrant. Donc ce qui se passe à Paris est complètement contradictoire avec ce qui se passe à Bruxelles. Nous, au moins, on sera cohérents. C'est-à-dire qu'on demandera à l'Union européenne de s'occuper de ceux dont elle doit s'occuper et de nous laisser tranquilles pour gérer notre politique migratoire qui, il faut le dire, doit maintenant tendre vers zéro. Alors, puisque vous abordez l'Europe, je comptais vous en parler plus tard, mais on y reste. Sur ce pacte migratoire, il est salué par Giorgia Meloni, par l'Italie, qui dit aujourd'hui, enfin, nous ne sommes plus seuls, nous, les Italiens, on a ce qui est fait en Europe. Vous situez où, là? Vous dites,
Finalement, vous êtes contre ce que salue une potentielle alliée, votre allié, Giorgia Meloni? D'abord, vous savez que c'est pas notre allié. Non. Techniquement, c'est plutôt la Ligue qui est notre allié. Vous méprenez pas. Je m'appelle Jacobelli, mais je suis français. Je suis pas porte-parole du gouvernement italien. Non, mais vous êtes européen. Je suis français. Et européen. Donc européen, et je suis porte-parole du Rassemblement national. Moi, ce que je sais, c'est qu'au Rassemblement national, nous voulons être libres de notre politique migratoire en France. Et nous ne voulons pas qu'à Bruxelles, on nous impose une politique. Moi, quand j'entends les dirigeants de la Commission nous dire que demain, pour la démographie et pour l'emploi, nous aurons besoin de dizaines de millions de migrants, je leur dis non. Les enfants, nous saurons les faire nous-mêmes avec une bonne politique nataliste. Et les emplois, au moment où il y a 5,4 millions de chômeurs en France, nous les donnerons en priorité aux Français. C'est notre vision des choses. C'est, je crois d'ailleurs, la vision de 3/4 des Français, si l'on en croit les sondages. Chaque pays doit pouvoir décider. Si demain, Mme Meloni en Italie veut plus de migrants, c'est son choix. Si demain, les Allemands veulent plus de migrants, c'est leur choix. Mais il y a d'autres pays qui font d'autres choix. Même des pays à gauche, d'ailleurs, dans le nord de l'Europe. Je pense au Danemark, par exemple, qui a une politique beaucoup plus dure aujourd'hui contre l'immigration. Donc, laissez-nous libres, laissez-nous tranquilles, arrêtez avec votre lubie immigrationniste. Et pour qu'on comprenne bien, que les téléspectateurs comprennent bien ce qu'a mis en avant et ce qui a été voté au niveau européen, ce pacte qui prévoit un contrôle renforcé des arrivées de migrants dans l'UE, des centres fermés près des frontières pour envoyer plus rapidement, nous explique-t-on, ceux qui n'ont pas droit à l'asile, et de l'autre côté, vous en parlez, la solidarité obligatoire entre pays membres au profit des États, sous forte pression migratoire. Beaucoup s'accordent pour dire on a eu un texte qui est allé assez loin. Et vous dites ce matin, ça on n'en veut pas, on veut pas en entendre parler. Non mais attendez, on n'est pas un lapro de l'année. On sait très bien que cette Union européenne est incapable de contrôler ses frontières. On sait très bien que Frontex, qui est censé être le bras armé de l'Europe pour surveiller les frontières, est plutôt un comité d'accueil pour migrants. Ils sont plus proches des géos du Club Med que de la douane. Tout cela, on le sait. Donc c'est pas eux qui vont régler le problème. Et une fois encore, il y a une volonté. Cette volonté, elle est annoncée par la présidente de la Commission et par un certain nombre de commissaires européens. Nous voulons plus de migrants, donc nous allons les accueillir. Ils vont même d'ailleurs leur fournir, dès leur arrivée, une aide juridique. Vous voyez comme ils sont durs. Et puis après, on va les répartir partout. Eh bien nous disons non. Nous ne voulons pas que quelqu'un à Bruxelles décide pour nous de qui on doit accueillir en France. Aujourd'hui, les Français, ils sont dans une situation sécuritaire terrible à cause de l'immigration, une situation identitaire terrible à cause de l'immigration. Nous sommes face à un islamisme importé par l'immigration. Nos caisses sociales sont vides à cause de l'immigration, qui nous coûte 54 milliards par an, selon les contribuables français. Donc tout ça, il faut arrêter maintenant. On a bien compris le message. On va revenir en France, juste parce qu'en écoutant ces derniers jours plusieurs responsables politiques, mais le Rassemblement national avait tenu aussi ce discours sur le Conseil constitutionnel. On voit certains dans l'exécutif qui se réjouissent de censure prochaine, éventuelle, de textes, d'articles par le Conseil constitutionnel. Olivier Marleix, hier, la droite disait, oh là là, attention, le Conseil constitutionnel, on met une pression en quelque sorte sur les sages du Conseil constitutionnel. On a vu ces départements de gauche, 32, qui disent en gros, nous, on n'appliquera pas la loi, on n'appliquera pas ce qui se fera, notamment par rapport à ce texte sur l'immigration. Marine Le Pen, qui pendant la séquence des retraites avait remis en cause, j'allais dire, l'indépendance de ce Conseil constitutionnel. Est-ce qu'à un moment donné, avoir cet esprit, cette philosophie, c'est pas battre le principe de l'autorité de l'État, l'autorité de la République? C'est dangereux quand même, non? Mais c'est pire que ça, c'est notre Constitution qui est critiquée du matin au soir. C'est-à-dire que vous y participez aussi. Non, je vais vous expliquer. Il y a aujourd'hui des exécutifs de gauche qui décident de faire sécession. Cette loi ne me convient pas, alors je vais gérer mon département, ma commune, exactement comme je le veux. Imaginez que les communes Rassemblement national fassent la même chose demain. Vous seriez les premiers à crier au loup. Eh bien, il faut ne pas accepter cette dictature de la gauche qui déteste la démocratie quand la démocratie lui impose la réalité en pleine face. Mais vous savez, si nous proposons un référendum sur l'immigration, c'est pour que le résultat de ce référendum soit inscrit dans le marbre de la Constitution, pour que demain, des élus d'extrême gauche, des fantaisistes du centre ou des incompétents de la Macronie ne peuvent pas revenir sur ce que le peuple a décidé. Oui, il faut inscrire dans le marbre de la Constitution nos lois d'immigration, qui on veut recevoir chez nous et qui on veut expulser de notre territoire.
Mais encore une fois, mettre une certaine pression, remettre en cause, que ce soit Conseil d'État, que ce soit Conseil constitutionnel, vous y participez aussi, c'est pas remettre battre en brèche ce principe, j'allais dire, d'autorité républicaine. Mais le premier à le battre en brèche, excusez-moi, c'est le garant de la Constitution, c'est le président de la République, qui vient pavaner dans les médias hier soir et nous expliquer que, bah oui, mon gouvernement a fait voter une loi, mais cette loi, elle me plaît pas, donc je vais appeler le Conseil constitutionnel pour qu'il me la déboute. Écoutez, excusez-moi, mais c'est du tripatouillage constitutionnel qui est indigne de la part d'un président de la République, qui devrait être là comme, j'allais dire, la statue du commandeur, qui devrait dire, voilà ce qu'est la Constitution et je suis là pour la faire respecter. Or, on a un président de la République qui fait de la petite politique au quotidien pour essayer de préserver ses clientèles et qui se fiche comme de l'an 40 de la Constitution. Le ministre Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, ex-ministre désormais, a démissionné, il a eu raison. Oh oui, et merci d'ailleurs. Merci, parce que 6700 lits d'hôpitaux encore fermés l'année dernière. Ah, c'était ironique. Oui, c'était ironique. Je pensais que c'était évident. Il vaut mieux préciser les choses. Mais vous avez raison de le faire. Donc il faut maintenant un vrai ministre de la Santé, parce qu'on a eu Olivier Véran. Bon, je pense que rien que le nom, tout le monde aura souri et tout le monde aura compris que c'était une blague. Ensuite, des ministres complètement amorphes et complètement incapables de prendre le problème à bras-le-corps. Or, aujourd'hui, il y a encore des lits d'hôpitaux qui ferment après les pandémies que nous avons vécues. Donc il faut maintenant quelqu'un de solide, mais très, très évidemment, c'est pas Emmanuel Macron ni son gouvernement qui le nommeront. S'il démissionne, c'est pas pour des raisons, c'est pas pour les dossiers de santé, c'est, j'allais dire, pour une cohérence par rapport à ses idées et ce texte sur la loi immigration. Au moins, on pourrait lui dire, oui, au moins, il y a une cohérence, parce que ceux qui font il a fait sienne la formule de Chevènement. Un ministre, ça ferme sa gueule, ça veut l'ouvrir, ça démissionne. Parce que ceux qui sur les plateaux disent, je suis outré, cela n'est pas acceptable, mais qui rentrent avec leur chauffeur et leur gyrophare dans leur ministère bien au chaud, ceux-là évidemment sont ridicules. Bon, écoutez, c'est comme ça, mais puisqu'on parle de la santé, voilà encore un scandale. L'aide médicale d'État a été chassée de ce texte. C'est-à-dire qu'elle est prévue. Oui, attendez, au printemps prochain. Vous avez bien vu, Madame Borne a dit elle-même qu'elle ne toucherait pas à la même. Elle l'a dit hier. Donc 1,2 milliard peut-être par des voies réglementaires, pas par une loi peut-être. 1,2 milliard par an, c'est ce que coûte la santé sans limite de tous les clandestins qui vivent en France. Et pendant le même temps, on demande aux Français d'accepter d'être déremboursés sur certains soins, notamment les soins dentaires, et d'accepter qu'il y ait 5700 même lits de moins dans les hôpitaux. C'est la préférence étrangère aujourd'hui. Nous voulons la priorité nationale. J'ai 3 ans et demi devant moi, je ne compte pas m'arrêter. Hier soir, le président de la République, dans une émission de télé sur C'est à vous, a dit en gros, je ne lâche rien, j'assume totalement. Quelle est la suite pour vous de ce quinquennat, ces 3 ans et demi? Est-ce qu'il pourra par exemple échapper à la cohabitation? Écoutez, nous verrons bien. Nous pensons qu'il y a plusieurs étapes. D'abord, il y a des élections de mi-mandat. Ce sont les européennes. Vous savez qu'elles ont lieu le 9 juin. Aujourd'hui, les sondages nous font l'honneur d'être en tête avec la liste de Jordan Bardella. Autour de 30% sur oui, avec à peu près 10 points d'écart avec la liste du président de la République, en tout cas soutenue par lui. Donc il faut envoyer un signal très fort à l'Élysée pendant ces élections européennes. Votre politique, Monsieur le Président, nous n'en voulons plus. La casse sociale, la dette infinie, les impôts qui n'en finissent pas, la préférence étrangère, nous n'en voulons plus. Et c'est la première étape. La deuxième étape, ça sera bien évidemment l'élection présidentielle. Et croyez-moi, nous y travaillons déjà avec les équipes de Marine Le Pen pour être prêts le jour J à commencer à sauver et à redresser notre pays dès que nous serons élus. Et puis d'ici là, vous le savez, nous demandons la dissolution de l'Assemblée nationale. Parce qu'aujourd'hui, ce pays devient ingouvernable par manque de volonté du président de la République, qui est une véritable girouette, qui n'a aucune boussole. Si vous la demandez, c'est parce que vous êtes sûr, en retournant aux urnes, vous vous dites, on n'aura plus 88, mais peut-être 100, 150 députés, ou vraiment sur la philosophie et le fond de la situation politique, en disant aujourd'hui, regardez, c'est ingouvernable, allons aux urnes, et après on verra ce qui se passe. C'est quand même parce que vous avez l'idée derrière que vous serez beaucoup plus nombreux. Nous avons l'idée que le Parlement ressemble à la France. Nous voulons, nous, que ce pays soit à nouveau gouverné comme le veulent les Français. Et si demain les Français nous font l'honneur d'être majoritaires, nous assumerons notre responsabilité et nous accepterons de faire un gouvernement. C'est ça, faire de la politique. C'est défendre des idées, c'est ne jamais varier dans son contrat avec les électeurs et avec le peuple. C'est exactement l'inverse de ce que fait Emmanuel Macron et son gouvernement. Un rendez-vous avec la nation au mois de janvier. Avant, il y aura les vœux du 31 décembre. Vous aimeriez entendre quoi de la part du président de la République? Si je vous dis que je suis sans illusion par rapport à ce président de la République, vous ne serez pas étonné. Oui, mais quand même... Eh bien, qu'il s'explique. Vous êtes représentant de la nation, oui, mais... vous travaillez sur de l'élaboration de lois, vous gouvernez, donc à un moment donné... On ne gouverne pas, malheureusement, pas encore. Non, mais vous aspirez à gouverner et vous dites, pendant 3 ans et demi, il va falloir quand même faire des choses. Donc forcément, vous allez travailler avec lui. Alors moi, j'espère que le président de la République va nous répondre. 3 000 milliards de dettes, des impôts, une masse d'impôts et de taxes prélevées qui ne cessent d'augmenter. Et pour autant, un service public en déliquescence, moins de police, moins de justice, moins de santé, une éducation nationale qui part en vrille. Pourquoi ?
Où va l'argent? J'aimerais bien qu'il nous explique. Quel est son grand projet pour la France? Continuer à ouvrir les frontières, se voir comme un président européen, imaginer la France comme un département de l'Union européenne, ou à nouveau vraiment trouver notre souveraineté, relocaliser les emplois, relocaliser l'industrie, faire en sorte que les Français soient heureux chez eux et qu'on n'ait pas besoin d'attirer le monde entier pour essayer de s'en sortir. Moi, j'attends des réponses concrètes, nous attendons des réponses concrètes, mais je vous le dis, sans illusion, parce que Emmanuel Macron est un homme sans vision, est un homme sans colonne vertébrale idéologique. Il est là, on a un peu l'impression, pour se faire plaisir quand même, pour vivre sa meilleure vie, comme diraient certains, et que finalement, ses décisions changent au gré du vent en fonction de son intérêt et de l'intérêt de sa majorité. Tout cela est très décevant. Une autre réaction du président, un commentaire sur l'actualité, vous l'avez certainement entendu hier soir, sur Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, l'acteur qui est visé par 2 plaintes pour 2 viols et des agressions sexuelles. Emmanuel Macron a dit « Je dénonce cette chasse à l'homme, je déteste ça ». Est-ce que c'est le rôle du président de la République d'aller sur ce terrain-là et de commenter? Vous savez, quand on va dans une émission d'infotainment, c'est-à-dire entre l'information et les variétés, on s'attend à ce genre de choses. Si demain il va à la Star Academy, on lui demandera de chanter. Vous savez, d'ailleurs, je pense que ça le gênerait pas, puisque il aime bien faire le show, le président de la République. Sur le fond, maintenant, pour être sérieux, que le président de la République défende la présomption d'innocence, oui, ça paraît logique quand même. C'était un tacle aussi à sa ministre de la Culture qui avait dit « Attention, la Légion d'honneur à Gérald Depardieu, on la remet en cause ». Oui. Il y a eu un recadrage aussi. Oui, il y a eu un recadrage. Moi, j'aurais aimé que ce recadrage arrive avant. Quand cette même ministre de la Culture, Madame Rima Abdul-Malak, avait déclaré que certains postes de décision dans le monde de la culture seraient attribués en fonction de la couleur de peau. Ça, c'est grave dans notre pays. Cette dame est raciste au sens de la loi et le président de la République aurait dû la condamner car le racisme est interdit et c'est tant mieux en France. Le président de la République est seul aujourd'hui, selon vous, Laurent Jacobelli. Vous le voyez comment? Le président de la République a toujours été seul. Pour Emmanuel Macron, le seul phare, la seule boussole, c'est Emmanuel Macron. Pour Emmanuel Macron, le seul conseil qui vaille, c'est Emmanuel Macron. Pour Emmanuel Macron, la France, c'est Emmanuel Macron. On a un président qui se qualifie comme Jupiter, que je qualifierais moi plutôt comme Narcisse, qui est omnubilé par lui-même et qui n'écoute personne, qui n'écoute surtout pas les Français. Donc je pense qu'on ne changera de politique quand on changera les politiques, c'est-à-dire quand on changera Emmanuel Macron. Et Marine Le Pen, elle fait quoi? On l'a pas beaucoup entendu, on l'a vu à la sortie de l'Assemblée nationale, mais pas de grosses émissions télé, etc. Elle prend du recul, stratégie toujours, silence, je ne monte pas trop, j'engrange dans les sondages. Marine Le Pen, elle travaille, Marine Le Pen, elle propose, Marine Le Pen, elle se prépare pour 2027, mais vous avez une vision que je ne partage pas. Le débat qu'on vient d'avoir sur l'immigration, c'est grâce à qui? Grâce à Marine Le Pen, grâce à son travail acharné depuis des années pour défendre les Français, pour prévenir du danger qui arrive avec cette immigration incontrôlée. Je crois qu'aujourd'hui, les Français l'ont entendu et que sa voix a même fait écho au sein de l'Assemblée nationale, puisque maintenant tout le monde ne parle plus que de nous suite à ce projet de l'immigration, ce qui veut bien dire que nous sommes devenus l'épicentre, le barycentre de la politique française, et c'est tant mieux. On a bien compris vos messages, votre satisfaction ce matin se lit sur votre visage et vous avez envoyé quelques scuds à Emmanuel Macron, ça lui fera plaisir, son anniversaire aujourd'hui. Joyeux Noël au président de la République.